So welcome, James and everybody. I will start in English and then switch in French because the presentation will be in French this morning. Anyway, I'm delighted to welcome you this morning et d'accueillir Laurence qui va nous parler effectivement du bien-être en entreprise. Laurence, en fait, elle a fait des études linguistiques et est passionnée très jeune d'interculturel. Elle parle anglais, espagnol et allemand. Elle a débuté sa carrière dans de grandes entreprises telles que Weston Products à Londres, Saint-Gobain, Erco, Certina, donc travaillé avec plusieurs groupes internationaux. Et au fur et à mesure de ces différentes expériences professionnelles, Laurence a gravi les échelons. Elle est assistante export, elle est devenue directrice commerciale et a fini comme gérante. Ces différentes expériences lui ont permis de constater que le bien-être des employés et des salariés dans une entreprise est un facteur primordial, voire essentiel à la performance et à la rentabilité des entreprises. Donc, Laurence, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Merci, merci Catherine. Alors du coup, je remercie, j'en profite pour remercier tout le monde voilà, d'être présent ce matin. Surtout du coup d'être de bonne heure pour tous nos amis anglophones. Et puis merci à la Chambre de commerce et à Catherine pour me permettre d'assister à cet événement et à Malice pour l'organisation. Voilà, ça c'est la première chose. Alors moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Catherine, c'est que en fait, je suis devenue coach après cette longue expérience professionnelle extrêmement riche et variée. Et c'était une volonté de ma part. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné de ma carrière, je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'apporte plus rien, on ne m'apporte plus rien parce que je connais beaucoup de choses. Mais par contre, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent dans cette fin de carrière, deuxième partie de carrière, on va dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, c'était lié directement au bien-être. Justement, donc déjà de me faire plaisir, moi, de savoir ce qui était important pour moi, et puis de mettre de l'humain et d'aller vers l'humain en entreprise. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je connais le mieux? C'est le métier de l'entreprise, c'est l'interculturel, et c'est d'aller vers l'humain. Voilà. Donc en fait, j'ai anticipé ce départ. J'aurais pu rester confortablement assise dans mon emploi de salarié, et j'ai préféré tenter l'aventure pour justement défendre le bien-être de l'humain et des collaborateurs au sein de l'entreprise. Voilà, en complément de ce que disait Catherine. Donc, du coup, ça fait un lien direct avec notre sujet du jour. Alors, je vous ai préparé quelques petites slides, mais alors, il n'y a pas de texte, c'est vraiment que des petits schémas. Voilà, de façon à faire ça assez ludique. Alors, tac, vous me dites si c'est bon. C'est bon pour vous? Ouais, merci Catherine. Voilà, donc Brexit, Covid, bien-être en entreprise. Alors, Brexit, Covid, évidemment, déjà, c'est deux phénomènes, on va dire, qui sont extrêmement impactants pour tout le monde. Pourquoi on les associe? Parce qu'il y a un petit peu des dénominateurs communs. Alors, évidemment, c'est ma façon de voir les choses à moi, hein, mais bon, les dénominateurs communs, c'est déjà deux phénomènes inédits qui arrivent simultanément, même si le Brexit se prépare depuis très très longtemps. L'aboutissement vient d'arriver, et l'aboutissement, il arrive au moment où on est en même temps impacté par le Covid. Donc des phénomènes qui touchent, je dirais, toute la planète, puisqu'en fait, d'un bout de la planète à l'autre, tout le monde est impacté à la fois par le Covid et à la fois par le Brexit. Et puis, ce sont deux phénomènes qui nous obligent quand même à sortir de notre zone de confort, d'aller vers l'inconnu, de changer notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de penser, qui occasionnent de gros bouleversements en nous, et donc qui nous obligent à abandonner une vie passée, on va dire, pour aller vers l'avenir. Voilà, donc il y a d'autres dénominateurs communs, bien évidemment, c'est ceux que j'ai retenus moi, mais voilà ce qu'on peut dire. Alors après, ce qui est encore plus impactant pour nous qui sommes liés à la Grande-Bretagne, on va dire, c'est que par rapport aux autres personnes, on a un double impact. C'est-à-dire on a un impact à 4 entrées, je dirais. Il y a le côté Brexit, où il y a un impact direct sur la vie privée, puisqu'on a des liens avec des personnes, voilà, il y a des familles qui sont biculturelles, on a des liens professionnels, économiques, et puis privés, personnels, et puis on a des liens évidemment
oui, professionnelle avec notre activité qu'on peut avoir avec la Grande-Bretagne. Et puis après, le Covid, c'est pareil, hein, il y a à la fois un impact côté personnel et un impact côté personnel. Donc en fait, on a vraiment des impacts avec 4 entrées sur l'individu, ce qui est extrêmement lourd malgré tout à porter pour nous. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Voilà. Alors, en fait, moi, je vous ai remis ici la pyramide de Maslow que vous connaissez peut-être, enfin, je pense pour certains. En fait, donc, de prendre quelques secondes pour réfléchir dessus, parce qu'en fait, la pyramide de Maslow, on parle d'abord des besoins vitaux. Dans les besoins vitaux, c'est quoi? C'est se nourrir, c'est se loger, c'est dormir. Ensuite, on va parler des besoins de sécurité. Donc là, les besoins de sécurité, clairement, eh bien, c'est la santé, le travail, d'avoir des ressources. Ça, c'est la sécurité qu'on peut avoir. Et ensuite, on va passer au besoin d'être entouré. Donc ça, c'est carrément le besoin social, c'est-à-dire les relations, la famille, les amis. Le besoin. De toute façon, l'être humain, par nature, c'est un être de relation. Il ne peut pas vivre seul. Hein. Ça fait partie de la nature humaine. Donc, c'est un lien extrêmement fort et puissant. Le besoin d'identité, c'est l'estime de soi, c'est la confiance, c'est le respect. Et puis, finalement, le besoin de se réaliser, c'est-à-dire la réalisation de soi, et l'accomplissement. Donc, en fait, ce qu'on peut voir là, c'est qu'à travers les phénomènes impactants que l'on connaît, la pyramide, elle est un petit peu déstabilisée dès sa base. En fait, une pyramide, ce qui fait, c'est qu'elle tient parce qu'elle a une base extrêmement large et après, ça se rétrécit quand on va vers le haut. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dès la base de la pyramide, les besoins sont un petit peu déstabilisés. Besoins vitaux, oui, parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, avec le premier confinement, les personnes se ruaient quand même dans les magasins pour acheter de la nourriture. Ils avaient peur de manquer. Bon, ça s'est vite rétabli, mais n'empêche que ça a existé. Le besoin de sécurité, c'est pareil. Beaucoup de personnes, malheureusement, ont perdu le travail, la santé. Il y a eu des décès autour de nous. Donc, on voit bien qu'en fait, la pyramide, dans sa base, elle est tout de suite un petit peu chamboulée. Et les besoins vitaux, ça continue aujourd'hui. Si on prend par exemple, je dirais, les étudiants dont on parle beaucoup, qui sont parfois dans des situations précaires, ou des gens qui basculent dans la pauvreté parce qu'ils perdent leur emploi, là, pour le coup, on est vraiment dans la déstabilisation complète de la base de notre pyramide des besoins humains, tout simplement. Donc, ce qui nous arrive, effectivement, que c'est grave. Et effectivement, on ne le vit pas bien parce que ça nous atteint directement dans quelque chose qui fait partie de nous, qui est dans notre nature humaine, tout simplement. Alors, les effets directs, là, je vais m'attacher évidemment aux effets plus négatifs, on va dire, même s'il y a des effets positifs qui ne sont pas moindres, mais toutefois, les effets négatifs, ça va être toutes les sortes d'émotions qui vont ressortir, c'est-à-dire que ça va être de la colère, ça va être de la peur, ça va être de la frustration, de la tristesse aussi. Il va y avoir toutes ces émotions qui vont arriver chez tout le monde en même temps et donc il va falloir gérer. Et les conséquences directes sur l'individu, donc dans le milieu du travail, pour le coup, ça va être des difficultés dans le travail, des difficultés à collaborer, parce qu'on est obligé de sortir encore une fois de notre zone de confort et que c'est quelque chose de nouveau auquel on n'était pas habitué. Et par définition, l'être humain, il n'aime pas changer en fait ses habitudes. L'être humain, par nature, il aime bien rester dans ce qu'il connaît. Il n'aime pas aller vers l'inconnu. Donc, les conséquences dans l'entreprise, directement, ça va effectivement de déstabiliser complètement l'entreprise, puisqu'en fait, les collaborateurs étant par nature impactés par plusieurs entrées, ils vont être déstabilisés. S'ils vont être déstabilisés, l'entreprise elle-même va être déstabilisée. Là, on va arriver effectivement à la problématique qui va être comment défendre le bien-être en entreprise par rapport à des impacts Covid-Brexit qui nous arrivent avec un poids dessus. En fait, l'équilibre, c'est comment on fait et quel équilibre on trouve et comment. Alors, je suis revenue sur une autre pyramide cette fois. J'aime bien les pyramides ce matin. Je suis revenue sur une pyramide et cette fois, c'est la pyramide du bien-être au travail, avec pareil des besoins primaires. Alors, les besoins primaires dans le travail et dans le bien-être au travail, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir un cadre agréable, d'avoir de bonnes conditions de travail. Et là, une fois encore, on voit que la base de la pyramide, elle est quand même déstabilisée, puisque autant il va y avoir un certain nombre de personnes
qui vont avoir malgré tout du bien-être au travail, autant il va y avoir des personnes qui vont être tout de suite déstabilisées parce qu'on va leur demander de travailler en distanciel, qui ne vont pas forcément être bien installés chez eux, dans un environnement bruyant, avec des enfants en bas âge. On voit bien là que les besoins primaires du bien-être au travail, eh bien, ils peuvent être fortement déstabilisés. Une fois encore, quand on grimpe au niveau de la pyramide, on arrive aux besoins sociaux. Eh bien là, pareil, les besoins sociaux, c'est le besoin donc, de relations, c'est le besoin supérieur hiérarchique, c'est le besoin de la collaboration avec l'autre. Là aussi, ça va être quelque chose qui va être déstabilisé, puisque en distanciel, vous le savez comme moi, on ne travaille pas pareil, les relations sont différentes, on ne capte pas la même chose. D'abord, il y a un problème de communication, puisque la communication verbale, ce n'est qu'une toute petite partie du message qu'on délivre, pardon. Il y a également la communication non verbale et paraverbale. Donc on voit bien que le besoin social, la relation à l'autre, elle est vraiment fortement chamboulée. Le développement personnel, ça va être un petit peu la même problématique. Ça va être le besoin de reconnaissance, de valorisation, l'évolution professionnelle qu'on peut attendre. Eh bien là, c'est pareil. La reconnaissance, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir de la reconnaissance dans le milieu professionnel si on est à la fois en distanciel, qu'on ne voit pas l'autre, qu'on ne peut pas discuter avec l'autre, qu'on ne peut pas communiquer correctement. Et le besoin inspirationnel, c'est pareil, c'est ce besoin d'appartenance. Pour le coup, c'est ce qui fait sens. Alors, qu'est-ce qui fait sens au travail quand on sait que son entreprise, sa propre entreprise, elle est déstabilisée, que la direction navigue peut-être à vue. Donc là encore, pour cette deuxième pyramide, on voit que la base de la pyramide est fortement chamboulée. Et donc, il n'est pas étonnant du tout que ce soit très compliqué pour chacun d'entre nous de tenir bon la barre, on va dire, et puis d'avancer, tout simplement. Alors, là, ce que je voudrais aborder là maintenant, c'est tout ce qui est, je dirais, lié au traumatisme. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un traumatisme. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, ce qu'on vit, c'est traumatisant. Ne pas sortir de chez soi, être dans le couvre-feu, ne pas pouvoir voir les autres, ne pas pouvoir voir sa famille, les siens, ses proches, les personnes âgées. On est vraiment dans un grand traumatisme de ce qu'on est en train de vivre. Et donc, qui dit trauma, eh bien, dit quelque chose à évacuer, et donc un deuil à faire d'une situation, un deuil à faire de quelque chose. Alors là, la caractéristique, c'est qu'on est encore dedans, on n'est pas encore sorti, puisqu'on enchaîne un petit peu les confinements. On ne sait pas trop, on n'a pas de visibilité vraiment claire, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on sait qu'il y a la vaccination qui va aider, mais est-ce que ça va être suffisant? On se pose des questions. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, la courbe de deuil, je pense que vous la connaissez comme moi. Pour rappel, effectivement, il y a la première phase qui est le refus, le choc, la colère, les émotions dont on parlait tout à l'heure. On est dans le déni et puis on ne veut pas voir le changement, on n'en veut pas. Ensuite, donc, on passe très vite pour le coup dans la résistance. Et on s'aperçoit très bien encore qu'il y a des gens aujourd'hui et beaucoup de personnes qui sont encore dans la résistance. C'est-à-dire que la remise en question, empêcher que le changement s'applique pour soi, ben, c'est ne pas vouloir la vaccination, c'est peut-être pour les jeunes de vouloir continuer à faire la fête en catimini, en cachette. On est là encore dans la résistance. Donc chacun va vivre cette courbe de deuil à son rythme, à sa façon. Certains vont être déjà dans la phase finale 4. Certains vont être encore dans la 1, beaucoup vont être dans la 2, voire la 3. Donc la phase 3, elle, c'est le début de l'acceptation. Hein. C'est là où on commence à envisager effectivement que les changements sont possibles, doivent se faire, et on commence à envisager effectivement la possibilité de les accepter pour passer évidemment à l'engagement, c'est-à-dire à vraiment l'acceptation finale, l'intégration. Alors, le saut de Tarzan qui est indiqué en haut, on va en reparler tout à l'heure, ça m'amuse cette expression. On en reparlera dans un cadre bien précis. Effectivement, il y en a certains qui vont avoir la possibilité de passer du 1 à 4, mais pas tout le monde. Voilà. Donc là, c'est chacun son rythme. Alors, qui dit trauma, évidemment, on dit qu'il va falloir travailler là-dessus. On ne peut pas juste le mettre dans un coin, le cacher, puis dire je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent mais moi ça va, ça va très bien, ça va très bien. J'ai une amie, moi il n'y a pas longtemps, qui m'a dit bah, moi aussi je croyais que ça allait très bien. Et elle m'a dit en fait, je me suis aperçue qu'au fond de moi, ça me titillait et que j'allais pas si bien que ça et qu'en fait, je ne l'avais pas conscientisé, mais bon, ben, je suis pas, voilà, ça va, mais ça me titille quand même, c'est au fond de moi et c'est là, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, je pense que
personne ne peut dire aujourd'hui, je pense, personne ne peut dire, bah oui, ça va très bien, moi je résiste, tout va bien. Je pense que ce n'est pas vrai. C'est peut-être pas conscientisé par contre. C'est peut-être ça qui fait la différence. Mais ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte et on va en parler tout à l'heure. Pourquoi c'est important. Donc en fait, maintenant, si on revient au bien-être dans l'entreprise, alors pour qu'une entreprise aille bien, il faut que les collaborateurs aillent bien, on est d'accord. Ça passe évidemment par le management, ça passe par la direction, ça passe par la gouvernance. Mais la problématique que l'on a aujourd'hui, évidemment, c'est que la gouvernance et les managers, eh bien, ce sont des hommes, ce sont des êtres humains. Et si ce sont des êtres humains, eh bien, ils sont soumis exactement à la même loi que les autres, à savoir des peurs, des frustrations, des colères, des doutes, donc des émotions fortes. Et donc, eh bien, pour, je dirais, embarquer les collaborateurs derrière, il faut que ces personnes-là, déjà, au niveau du management, il faut que ces gens-là aillent bien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment primordial, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et pour le coup, le bien-être en entreprise, donc le management, va passer par la montée en puissance du manager. Il faut vraiment que le manager devienne un leader. Alors, la différence entre le manager et le leader, je pense que pour beaucoup, vous le savez sans doute, le manager, c'est une fonction. Voilà, c'est vraiment une fonction avec des tâches bien précises que l'on connaît. Le leader, lui, c'est une posture. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un leader est par définition déjà manager. Hein, je dirais, il décide, il organise, il contrôle, il motive ses troupes. Donc le leader est un manager. Par contre, le manager, il n'est pas forcément leader. Et c'est là où je dirais que le bas blesse, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que dans la période qu'on vit et pour instaurer un maximum de bien-être pour soi et pour ses collaborateurs, il est extrêmement important que le manager monte en puissance et devienne un leader. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire un leader? Un leader, ça veut dire qu'il y a des caractéristiques et je dirais des qualités bien particulières. Le leader, il se doit d'emmener son équipe avec lui, il se doit de les motiver, il se doit d'être intègre, d'être humble, d'être empathique, d'être un très bon communicant. Et surtout, le vrai leader, il est dépossédé un peu de l'ego, c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut surtout, c'est embarquer son équipe, mais les faire grandir, c'est ça qui est important. Et le leader, il va être enthousiaste, il va être passionné, il va avoir une vision des choses et il va avoir une autorité extrêmement naturelle en fait. Il ne va pas avoir besoin de monter en autorité. Son autorité, elle est naturelle et elle fait en fait que les gens autour de lui vont avoir envie de le suivre, de le croire, d'aller là où il a envie de les emmener. En fait, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, on va avoir besoin de leaders dans cette période extrêmement difficile et on a déjà besoin de leaders. Et est-ce que tout le monde peut devenir leader? Là est la question, je dirais. That is the question. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Voilà, pas forcément. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment extrêmement important pour instaurer le bien-être en entreprise. Du coup, favoriser le bien-être donc au travail en période de crise, c'est ça, c'est des actions et la posture du leader pour favoriser le bien-être au travail. C'est d'avoir donc évidemment d'instaurer de bonnes conditions matérielles et d'organisation pour ses collaborateurs. C'est de leur insuffler une vision à partager, un lien d'appartenance à la société extrêmement fort. Et on va évidemment aller sur du... Donc, ce qui va changer aujourd'hui et de plus en plus, c'est du management délégatif et participatif. Pourquoi? Parce que cette façon de travailler en distanciel, elle va rester. Elle sera peut-être moindre, ce ne sera peut-être pas aussi intensif, bien évidemment, mais malgré tout, il y a une grosse partie qui va rester. Donc, on va devoir déléguer et de favoriser l'autonomie et la créativité, l'initiative du collaborateur. On ne peut pas être toujours à le contrôler et à lui dire quoi faire. Il va falloir lui lâcher un petit peu la main, lâcher prise un petit peu et le laisser pour le faire grandir, justement. Ça va être vraiment le rôle du leader de faire ça. C'est quelque chose de relativement nouveau pour certains types de management. Donc, ça va faire appel à quoi aussi de la part du leader? Ça va faire appel à l'intelligence émotionnelle, évidemment, et relationnelle, c'est-à-dire comment collaborer, comment instaurer une relation de confiance avec son équipe,
comment gérer ses émotions, ses propres émotions, les identifier et que faire de celles des autres, comment les gérer celles des autres, comment les identifier avec intelligence. Donc ça va passer par cette qualité d'écoute, ça va passer par effectivement une bonne communication et ça va être, donc ce que j'ai un petit peu indiqué tout à l'heure, ça va être quelqu'un qui va être humble, enthousiaste, passionné, intègre, qui va... Alors le leader aussi, il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il doit prendre soin de lui-même. Donc il va passer par du développement personnel. Il sait très très bien qu'il ne peut pas emmener les gens avec lui si lui-même il ne va pas bien. Ça, il le sait très bien. Donc il va faire ce qu'il faut pour que lui-même il aille bien, parce qu'il sait très bien qu'il est impacté comme les autres. Voilà. Alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si on revient à la courbe du deuil, le saut de Tarzan, c'est lui qui va le faire. Le vrai leader positif, c'est lui qui va passer assez rapidement par ses qualités naturelles. Il va passer du 1 au 4, alors que tout le monde, voilà, on va un peu suivre la courbe 1, 2, 3 avant d'arriver au 4. Lui, il va aller très très vite au 4 pour emmener les gens derrière lui. Parce qu'il va être capable de faire du développement personnel, de prendre sur lui, de lâcher prise, d'être dans l'acceptation très rapidement de ce qui se passe et de voir au-delà comment ça va évoluer après. Il va aller très vite dans cette phase-là. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir embarquer tout le monde et instaurer un certain bien-être au sein de son entreprise. Et pour le coup, positiver et garder, je dirais, garder le cap, tout simplement, dans la tempête, dans le brouillard, d'arriver à tenir bon malgré les éléments, on va dire, qui se déchaînent. Donc là, j'image un petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Donc c'est l'analyse que j'en fais qui ne tient qu'à moi, de par mon expérience et mon histoire, qui je suis et en fonction de comment j'ai évolué au fil du temps. Donc moi aujourd'hui, c'est vrai que cette reconversion que j'ai voulu, je suis dans le coaching et la formation, donc je suis effectivement dans plutôt de la formation et du coaching au niveau du management et du leadership. Également au niveau du développement personnel, évidemment tout ce qui est lié à la gestion du stress, à la gestion des conflits, à la gestion des émotions, à la confiance en soi, la conscience de soi, de savoir qui on est, ça c'est extrêmement important. Si on ne sait pas qui on est, on peut difficilement avancer. Voilà, et tout ce qui est lié au changement aussi, puisque moi je l'ai vécu de l'intérieur dans certaines entreprises, notamment dans ma dernière expérience avec la société allemande. Et donc, la conduite du changement et tout ce qui est lié à la transformation et au changement. Donc, le dernier slide, ça vous montre un petit peu voilà, ce sur quoi je travaille et ma proposition aujourd'hui dans mes activités. Voilà, globalement, comment je vois les choses. Est-ce que, Catherine, tu veux revenir sur certaines choses? Donc voilà, je ne suis plus en muet, vous m'entendez? Donc merci Laurence, je pense que c'était très intéressant et ça explique bien effectivement comment aujourd'hui on doit réagir par rapport au Covid. Moi, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous pouvez poser soit comme on n'est que peu de participants, vous pouvez aussi poser des questions directement, soit par le chat, soit en levant la main, comme vous voulez. Alors, je vais peut-être arrêter le partage du coup pour Moi, j'ai le chat. Oui. Moi, j'ai une question. Cette mutation en fait du travail en fait qu'il y a actuellement, comment elle va s'impacter sur les femmes et la diversité? Les femmes, déjà, on voit bien qu'il y a un impact direct puisqu'elles sont souvent liées, je dirais, à la prise en charge de la famille. Et on voit bien qu'elles sont impactées avec le distanciel puisqu'il faut qu'elles travaillent à domicile et qu'elles doivent gérer la famille. Donc ça, il y a un gros impact. Donc je pense que justement, ce qui va perdurer, c'est certainement un travail en distanciel qui va se mettre de façon pérenne pour les femmes en place. Maintenant, reste à savoir un peu quelle est la partie que ça va prendre. C'est-à-dire qu'en fait, le distanciel, on s'aperçoit tous, et moi j'en entends parler autour de moi, les gens qui travaillent trop en distanciel, on est en souffrance, ça ne nous plaît pas. Pourquoi? Parce que si on revient à ces fameuses pyramides, le lien social, eh bien, il n'est quand même pas extrêmement satisfaisant. Et donc, moi, je vois un avenir pour les femmes, en tout cas, où il y aura vraiment un mix de distanciel et de présentiel.
notamment pour toutes celles qui ont des enfants en bas âge, hein, tout simplement. Alors, il y a une question. Autre question. Oui, c'est Johanna. Oui, bon, Johanna. c'est très intéressant ce que vous venez de dire et j'adhère totalement à vos observations. Et puis, par exemple, il y a un autre changement par rapport à la façon de travailler, les bureaux nomades, vous voyez. Oui. Donc, au fait que nous allons télétravailler plusieurs journées par jour, ça dépend de l'entreprise et de la façon, en fait, de l'aspect de notre travail. Mais il y a aussi ce manque d'attache à votre lieu bien précis aussi au bureau, si vous voulez. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, en fait. Moi, je pense que la version mixte est parfaite. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, c'est une question de dosage. Hein. Je crois qu'on voit bien que quand on est complètement distanciel, on est en souffrance. Le lien nous manque. Par contre, si on mixte les deux, les gens disent mais moi, ça me va très bien. Je vais un petit peu au bureau, mais en même temps, je suis chez moi. Et du coup, les gens se satisfont d'une situation entre les deux qui va bien. Et je pense que ça va perdurer. Maintenant, la situation économique, évidemment, on la connaît. Elle va continuer à être difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont être en souffrance, qui vont très, très mal aller. Et fatalement, il y a beaucoup de sociétés qui vont devoir faire des économies sur les bureaux, les locations. Donc, forcément, qui vont avoir intérêt à mettre des gens en distanciel. Mais tout dépend de leur capacité à, justement, à trouver ce juste milieu pour quand même favoriser ce bien-être, qui est un besoin primaire au bien-être dans l'entreprise, pour leur maintenir des bonnes conditions de travail, en fait. Tout dépend de… Je dirais la pire des choses, c'est l'excès. On sait bien, c'est l'excès en tout. Si on arrive à être modéré un petit peu partout, on s'en sortira bien. Si on est dans l'excès, ça va forcément créer des déséquilibres et ça n'ira plus, bien évidemment. À la recherche d'un juste milieu. Voilà. Et par contre, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure dans la présentation et qui était un point important pour le bien-être en entreprise, donc évidemment, c'est éventuellement de prévoir un accompagnement externe, donc style coaching, formation et autres. Et ça, c'est extrêmement important en fait. Il va falloir qu'à un moment donné, ce traumatisme que tout le monde subit, il va falloir qu'il sorte. Si on veut continuer à avancer, on voit bien quand il y a un traumatisme tout à fait autre dans notre vie, les gens commencent par aller par un psy, chez un psychologue, pour le faire sortir, pour l'extirper. Et ça, c'est un besoin. Or, aujourd'hui, tout le monde, on fait avec. On baisse la tête, on fait avec et on avance. On se dit, bon, pourvu qu'on tienne bon et on avance. Mais ça va durer qu'un certain temps. Il y a un moment donné, il va falloir que ça sorte. Si on veut que les gens aillent bien et qu'ils arrivent dans la phase 4 de la courbe du deuil pour vraiment repartir, il va falloir les laisser s'exprimer. Et ça pourra se faire qu'avec des aides extérieures. De mon point de vue, mais on va en reparler, mais de mon point de vue. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous voyez une grande différence culturelle dans cette gestion? Parce que moi, j'ai des équipes qui sont franco-britanniques, mais aussi j'ai des équipes en Chine et en Inde. Et même dans les équipes ici en France qui sont franco-britanniques, je trouve que les réactions sont très différentes. Et est-ce qu'ils sont culturels ou est-ce que c'est l'être? Je pense qu'effectivement, c'est culturel. Enfin, clairement, voilà, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture. Donc, forcément, qu'on a des lunettes qui sont différentes et qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et là, en fait, moi, comment en tant que coach ou formatrice, je traite l'interculturel, je le traite par rapport à je dirais, alors là, ce serait intéressant d'en discuter aussi avec David, je crois puisqu'il est aussi sur ce plan-là, mais on est par rapport à des notions, par rapport à des valeurs, en fait. C'est arriver à discuter des mêmes sujets, mais surtout d'en avoir la même définition. Parce qu'on peut parler d'une valeur, mais si un Chinois, une valeur lambda, elle veut dire quelque chose et que pour nous, occidentaux, ça veut dire autre chose, on n'arrivera toujours pas à se comprendre. Vous voyez, si on peut pas, je sais pas, on peut parler du temps, par exemple, on va parler du temps. Il n'existe voilà. pas là-bas. Le temps n'a pas la même valeur dans un pays que dans l'autre. Il y a des pays qui, d'ailleurs, qui n'ont pas de passé, qui ne parlent qu'au présent. Il y a des pays qui ne connaissent pas le jeu. Voilà, il y a des pays dans le temps de la conjugaison qui ne connaissent pas le jeu. Donc, pour essayer de travailler sur l'interculturel, c'est de travailler déjà qu'on s'entende déjà sur de quoi on parle. Et une fois qu'on est arrivé là, on essaie de construire qu'est-ce qui nous rassemble, comment on peut construire quelque chose, quelles valeurs communes on a pour le coup, de façon à avancer. Mais bien évidemment que ce qu'on vit actuellement,
très certainement que ce n'est pas perçu du tout de la même façon à l'autre bout de la planète. C'est évident, c'est sûr. C'est sûr. Déjà, on voit très bien, c'est très facile à voir, et merci Fiona d'avoir suggéré, mais les pays asiatiques comme la Chine, on voit très bien que le confinement, ça a été très strict. Ils ne sortaient plus du tout de chez eux, on leur apportait à manger au pied de la porte. Culturellement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous. Alors que pour eux, ça n'a pas posé de problème, et ceci dit, ils ont été très vite débarrassés du virus. Mais culturellement, on voit, et pour eux, c'était quelque chose de normal. Pour nous, il y aurait eu la révolution. Puisque les Français aiment bien contester, on aurait été, une fois de plus, en révolution si on nous avait demandé d'avoir un confinement à la hauteur de ce qu'ont connu les Chinois. Oui, enfin, on ne part pas non plus du même type de… Là, il y a un parti communiste d'un côté et un Bien parti sûr. républicain de l'autre aussi. Donc là, on le voit bien, on n'est pas sur les mêmes Ah types bah bien sûr, de gouvernement. bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a Thomas qui pose comme question, comment gérer le conflit quand un leader n'est pas le manager officiel et que le manager officiel n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire que c'est un petit chef. Comment gérer le conflit quand un leader n'est pas le manager officiel et que le manager officiel n'est pas à la hauteur? Ah oui, effectivement. Bah là, ça va passer par du dialogue, hein. Enfin, pour moi, une gestion de conflit, ça passe obligatoirement par une gestion des émotions déjà, de savoir un petit peu comment appréhender, identifier qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions fortes de conflit. Et puis, ça passe évidemment par un dialogue, hein. Tout simplement. Mais bon, après, effectivement, il y a tout le processus de management de conflit, hein. La communication non violente, l'empathie, l'écoute active. Il faut passer par tout ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Thomas. Oui, pas mal. En fait, j'ai peut-être mal exprimé ma question. Ouais. Ce type de conflits-là ont toujours existé, mais avec les nouveaux outils de télécommunication, en fait, on change de vocabulaire et de langage. Quand on écrit un mail, c'est pas la même chose que quand on parle à quelqu'un, et parfois on n'exprime pas du tout les mêmes émotions et elles sont pas perçues de la même façon. Surtout qu'on voit pas la personne quand Exactement. elle reçoit le mail, on voit pas les émotions qu'elle a et on peut pas s'adapter. Et j'ai vu certains conflits qui se sont envenimés, mais en une seconde, parce que c'était des échanges emails, les gens n'étaient pas en face, et c'est vrai qu'on se retrouve souvent, dans mon expérience, il y a des personnes qui sont, donc, comme je l'ai dit, des petits chefs, qui ont une autorité, qui parfois ont été promus jusqu'à l'incompétence, et on se retrouve avec des personnes qui, comme vous le disiez, ne sont pas capables d'évoluer, sont bloquées à, je ne sais pas quelle étape du deuil, et donc c'est vrai que parfois c'est dur, parce qu'en plus on n'arrive pas à communiquer avec ces gens-là, parce que on n'a pas les bons outils parfois. La vidéoconférence aide parce qu'on voit les gens, pardon, voilà, on voit les gens et ça aide énormément à comprendre le langage, mais c'est pas toujours évident de gérer les deux, quoi. Bah là, Thomas, c'est typique ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la communication, hein. Voilà, c'est terrible ce qui nous arrive en termes de communication, c'est terrible. Même là, on voit des troncs, on est des hommes et des femmes troncs, d'accord. Mais n'empêche qu'un geste, ça parle, un haussement de sourcil, ça parle, notre gestuelle, elle parle, quelqu'un qui a les bras croisés, tout ça, ça parle bien plus que le message verbal qu'on délivre. Et là, effectivement, on est vraiment pénalisé en termes de communication. Et par contre, pour ce que vous disiez sur les mails, c'est terrible, les mails. Moi, j'en ai fait l'expérience dans ma vie professionnelle avec mes collègues allemands, où on s'exprimait, mais alors du coup, avec certains, c'était en allemand, et avec d'autres, c'était en anglais. Et bien, c'est arrivé en anglais, j'ai choisi un mot qui a mal été interprété, et j'ai eu un directeur financier qui est parti en vrille dessus. Et j'ai été obligée de pédaler derrière pour rattraper. Et je dis, mais attendez, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous voyez, parce qu'alors un Allemand et une Française qui parlent anglais, je ne vous dis pas en termes de communication ce que ça donne, même si on a un bon niveau d'anglais, n'empêche que la communication, c'est terrible. Et là, c'était un mail. Donc, il a fallu que j'appelle pour expliquer ce que je voulais dire. Et du coup, après, pouf, c'est retombé. Mais le mail, c'est terrible. J'ai eu le même cas avec un Hollandais, il parlait anglais. Ouais, tout à fait. C'est terrible, c'est terrible. Et oui, parce qu'il y a différents niveaux d'anglais. Il y a les anglais de nos amis britanniques, qui est un super anglais que j'adore. Et puis, il y a des anglais de nous, où on essaye de parler du mieux possible. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Et c'est vrai que deux personnes qui ne sont pas de nationalité britannique et qui parlent anglais,
bah forcément, ça va aussi poser d'autres problématiques parce que l'interprétation n'est pas la même. N'est pas la même. Donc, en fait, il faut revalider tout. Voilà ce que j'ai voulu dire, est-ce que c'est bien ça que tu comprends, etc. Vous voyez, on est obligé de repasser par là. C'est du travail, mais on est obligé de repasser par là. Si on part de présupposer en disant, bon, bah, moi, je pense ça, pouf, il comprend exactement, donc on y va, eh bien, on part sur quelque chose où à la base, ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été clarifié, et du coup, ben, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Donc, Ok, c'est ça. merci. Et là, c'est vraiment un problème de communication, clairement. Clairement. D'autres questions? Pour revenir aussi aux emails, nous voyons bien maintenant les échanges emails sont presque comme les SMS, privés complètement de formules de respect et de politesse. Déjà, nous sommes privés de la tendresse, le fait de se serrer la main, n'est-ce pas? Et à part cela, donc voilà, ceux qui ont la force mentale, je reviens à ce que vous venez de dire, Laurence, ils peuvent prendre une distance, etc. Mais pour certaines personnes, c'est voilà, monsieur, ce que vous venez de dire, c'est vraiment, ça peut réveiller tous les états d'âme. Mais bien sûr, parce que là, c'est la gestion des émotions. Quelqu'un qui vit très très mal, qui est encore dans la phase 1 du deuil ou même la phase 2, qui vit encore les choses extrêmement difficiles, bah c'est sûr que ça part au quart de tour. Et il y a des conflits. Il y a des conflits parce que ben, on ne se voit pas, on ne discute pas comme d'habitude. Et du coup, il y a une partie du message qui n'existe pas, qui est captée, qui est évaporée et qui est source, bien évidemment, d'interprétations diverses et variées et de conflits. Et de conflits. En plus, on n'a pas affiché sur le front ce que nous vivons dans nos vies privées, à part cela, n'est-ce pas? Donc, exactement, parce qu'on c'est vrai, on est dans un cumul là, hein. On est dans un cumul d'impact direct dans notre vie privée, personnelle, le sport, la famille, les amis, etc. Des impacts dans notre vie professionnelle. Donc, se rajoute à ça effectivement tous nos liens avec la Grande-Bretagne, plus voilà, le Covid. Ça fait beaucoup, beaucoup. Et donc, personne aujourd'hui ne peut ressortir comme ça indemne et se dire, ben si, mais moi ça va très bien, je résiste et je vais bien. Là, c'est du déni. Hein. Les personnes qui sont comme ça, c'est du déni. Il y a forcément quelque chose qui, voilà, qui titille. Par contre, après, tout dépend de la capacité de chacun, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience, la capacité de chacun à lâcher prise, à prendre soin de soi. Et je crois que si j'avais qu'un conseil à donner, ce serait celui-là, ce serait déjà de commencer par prendre soin de soi. Si on va bien, il y a plus de chances qu'autour de nous, les gens aillent bien par effet miroir. Par effet miroir, ça se propage et autour de nous, on fait du bien. Donc, c'est vraiment s'accorder des petits moments pour soi. Comment on peut se faire plaisir? Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'il y a des répercussions directes dans notre vie professionnelle par la suite. Chanceux, ceux qui peuvent voir les choses des manières que vous venez, comment dirais-je, les dessiner. Alors, nous, on est habitués, les coachs, à du développement personnel. Et du coup, c'est vrai qu'on a. Je ne dis pas qu'on est indemne, hein, je veux dire, nous aussi, ça nous titille, il ne faut pas croire. Hein. Mais par contre, on a effectivement peut-être plus de capacité à lâcher prise, à prendre vraiment du recul et à voir tout ça sur une planète. Vous voyez, c'est-à-dire, je transpose Covid, Brexit, tout ça, je mets ça sur une planète et puis je prends mes jumelles et je regarde de loin. Et voilà, je me mets ce qu'on appelle, nous, en position méta. Hein. On se met en position méta et on voit de loin. Et du coup, ça permet de mettre de la distance. C'est-à-dire que quand on n'a pas la possibilité de résoudre le problème, la seule chose qu'on peut faire, c'est de travailler sur la façon dont on voit le problème et la façon dont on le traite. On ne peut pas effectivement résoudre la problématique du Covid. Ce n'est pas dans notre pouvoir. Par contre, on peut travailler sur notre relation par rapport à ça. Je vais faire une blague, Monty Python. Always look at the bright side of life. C'est peut-être pas un exemple très joyeux, mais le film, il est génial. Ouais, bah si, bien sûr. Bien Life sûr, of Brian. Ouais, bien sûr. Il faut pouvoir agir, et là, c'est de la gestion du stress, sur ce qui est dans notre possibilité d'agir. Hein. Voilà, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas tout vouloir, mais par contre, il y a une latitude, on a une latitude d'action. Voilà. C'est vrai. Merci. Alors, Maëlys. Pour les femmes qui vont débuter, comment accompagner ceux qui débutent, font une alternance pour bien les encadrer, enseigner dans ce contexte-là très dématérialisé? Ouais, alors là, c'est un vrai sujet, ça, Maëlys. Merci d'y faire allusion. C'est un vrai sujet parce qu'on sait bien que nos jeunes, ils sont en souffrance. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est quand même eux qui vont prendre la relève dans le travail, hein, dans notre vie professionnelle. Les générations à venir, c'est quand même bien eux qui vont prendre la relève. Et pour le coup,
d'emblée, ils connaissent rien d'autre, ils connaissent que les masques, la distanciation, etc. Donc, ils ont déjà une image très particulière du monde de l'entreprise qui n'est pas le reflet de ce qu'on connaît nous. Donc, bien sûr que ces jeunes, il faut s'en occuper beaucoup. On a une obligation, je dirais, de les aider. Une obligation, on doit avoir une vigilance accrue par rapport à eux. Et moi, je pense qu'un bon système de les aider, c'est de mettre en place dans les entreprises un système de tutorat. C'est-à-dire que le tutorat, c'est vraiment la personne qui va être en charge de s'occuper plus particulièrement d'un jeune en alternance ou un jeune qui débute, un onboarding. Et ça va aller dans les deux sens parce que ça va faire du bien au jeune qui va se sentir soutenu, mais ça va faire aussi du bien au tuteur. Aussi de se savoir utile, de voir qu'il transmet quelque chose et puis qu'il aide quelqu'un. Ça va faire du bien dans les deux sens. Mais bien évidemment que là, c'est grande vigilance, plus pour ces jeunes, bien évidemment. Et c'est extrêmement important puisque c'est notre avenir. Hein. C'est l'avenir de la société. Donc, voilà ce que je dirais sur les jeunes. Merci. De rien, Maëlys. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question ou un autre sujet que vous voudriez aborder? On avait parlé en discutant un petit peu. Pardon. Oui, vas-y, David. J'ai une question, Laurence. Oui, vas-y. Peut-on devenir leader? Surtout, j'avais dit, donc il faut de l'empathie et des capacités de communication. Ce sont les clés d'un bon leadership. Aujourd'hui, c'est plutôt compliqué. Donc, l'empathie et la communication sont plus compliquées avec les outils qu'on utilise. Mais est-ce qu'on peut devenir? Parce que j'avais cru comprendre que je pensais plus que c'était inné. On fait des formations pour des managers pour qu'ils deviennent leaders. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-on former quelqu'un à devenir leader? Ou est-ce inné? Je pense qu'on peut aider quelqu'un à se révéler leader. C'est-à-dire qu'en fait, alors effectivement, merci David d'aborder ce sujet-là parce que c'est un vrai sujet. Il y a des gens qui disent oui, on peut devenir leader, ça s'apprend, et d'autres qui disent non, ça ne s'apprend pas. Moi, je serais plutôt de celles qui disent non, ça ne s'apprend pas. Le leadership, je pense qu'il y a du charisme dedans, ça fait partie de la personne, elle l'a ou elle ne l'a pas. Par contre, on peut avoir des leaders qui sont cachés. C'est-à-dire qu'il y a des choses en eux, ils ne le savent même pas eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on dit aider un manager à devenir leader, c'est aider un manager qui a certainement la potentialité en lui d'être un leader, mais qui ne le sait pas. Donc là, on peut l'aider. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas du tout, je dirais, les qualités d'un leader, je pense que c'est compliqué. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie, excuse-moi, mais il ne va pas devenir empathique. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui va penser à lui d'abord, eh bien, je ne vois pas comment ça peut être un bon leader. Moi, de ce côté-là, je pense qu'un vrai leader, c'est très naturel en fait, c'est très spontané. Mais on peut très bien avoir des leaders qui n'ont jamais eu à lead, to lead quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui peut être leader sans le savoir parce que dans sa fonction actuelle, eh bien, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Donc, il a son travail, etc. Par contre, il a peut-être du potentiel en lui, donc on peut l'aider à se révéler. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des qualités naturelles à la base, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Non, mais c'est intéressant parce que c'est un échange. C'est un échange. Ah, je t'entends pas. Je connais. Pardon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, je connais beaucoup de managers qui sont arrivés très haut dans leurs entreprises sans nécessairement avoir ces capacités ou ces qualités-là. Beaucoup de managers qui sont beaucoup plus concentrés sur eux-mêmes que sur les autres. Et souvent, on arrive très bien comme ça. De là à ce que... C'est vrai, c'est assez compliqué. Devenir leader, il y a des qualités qu'on peut enseigner, on peut former des gens à mieux communiquer, on peut former des gens à mieux communiquer, on peut leur apprendre des techniques pour devenir plus empathique. Effectivement, il y a un naturel là-dedans, mais...
Non, mais tu as raison. Je veux dire, on peut développer l'écoute active, etc. L'écoute Donc, oui. active, tout ça. Mais après, je dirais, enfin pour moi, après c'est très personnel. Hein, je veux dire, je pense qu'il y a besoin d'authenticité, quoi. Je veux dire, parce que je crois que quand il n'y a pas d'authenticité, ça se voit quelque part. Alors effectivement, tu vas me dire, David, il y en a qui réussissent très bien. Ouais, parce qu'il y a autre chose autour certainement qui les aide. Ils réussissent très bien malgré tout. Mais je pense que le vrai leader, il faut qu'il soit authentique. On ne peut pas toujours mettre une façade et montrer quelque chose. Enfin là, tu connais le sujet puisque tu es coach Oui, non, mais aussi. quand C'est c'est une culte, l'alignement et la congruence. Hein. Si on montre quelque chose mais qu'à l'intérieur, ça ne correspond pas, il y a un moment donné, ça va être discordant quand même. mais quand c'est la culture de résultat qui domine dans l'entreprise, effectivement, ça passe au second plan. Ouais. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ça ressort quand même, je pense, non? Tu crois pas? On va tous, comme Google, avoir des happiness managers. Ouais, happiness chief Chief officer. Happiness Chief Officer. happiness officer. Ouais, ça me fait beaucoup rire. Ouais, ça me fait beaucoup Ça fait rire. rire tout le monde, je crois. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de managers qui ont des capacités de venir. Ah, ça fait pas rire, Fiona. Non, c'est un truc qui est bien Non, aussi. franchement, ça ne me fait pas très rire parce que je vais vous dire, moi j'ai une société en Inde et Capgemini, ils ont un happiness officer. Ben, je peux vous dire que je pense que vous serez par terre dans ce que vous venez de dire si vous le voyez. Et il a su vraiment, mais à travers le monde, à vraiment avoir une adhésion sur une vision et une mission de cette entreprise qui est absolument mais extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Alors, le titre Happiness Officer, on peut le ridiculiser, ça je comprends. Oui, Mais c'est je plus le pense titre. que d'avoir quelqu'un dans sa mission et d'assurer le bien-être dans une entreprise est quelque chose d'essentiel. Vous me donnez le nom que vous voulez, mais c'est quelqu'un dont son rôle est d'assurer que les équipes, des gens aillent bien, qu'il y ait des activités, de repérer là où des choses peuvent ne pas fonctionner, où il n'y a pas assez de leaders. Voilà. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Non, mais après, moi, j'ai pas d'opinion sur le sujet. En tout cas, si la fonction existe, c'est parce qu'elle est nécessaire aussi. Hein. Voilà. Sinon, elle serait pas là parce on s'est rendu compte quand même à un moment donné que c'était extrêmement important. Alors, dans des sociétés, ce sera pas nécessaire parce qu'il y a justement quelques personnes qui ont du leadership et qui seront capables de créer de l'enthousiasme et de la motivation autour d'eux et d'emmener les autres. Et puis, il y a des sociétés où ce sera vraiment nécessaire parce que là, il y aura un manque. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop généraliser, mais bon, tant mieux si certaines peuvent en bénéficier parce qu'il y en a un besoin, et puis pour d'autres, elles n'en ont peut-être pas besoin, tout simplement, quoi. Dans des industries comme l'industrie informatique, avec Capgemini par exemple, il y a une telle pénurie de talents, jeunes talents, que effectivement, ils sont obligés de passer par là, hein, c'est clair, pour créer de l'adhésion, pour fidéliser leurs Il y a quand salariés. même, Et on comprend très bien. Hein. bien sûr, il y a quand même des sociétés, on a vu quand même des suicides. Enfin, il y a quand même des choses dramatiques qui se passent dans certaines sociétés. Quand il n'y a pas ce bien-être en entreprise, quand il y a du harcèlement, quand il y a de la pression, quand il y a beaucoup de travail, etc., qu'on ne prend pas soin, comme dit Fiona, des salariés, bah, il se passe des choses quand même dramatiques. Donc, ça fait réfléchir tout ça. Et que parfois, il faut des toutes petites choses. Nous, on fait tous les 15 jours à travers les 3 bureaux du monde. Et bon, c'est pas obligatoire. On fait des jeux. On fait un jeu pendant 30 minutes. On se découvre. Et il y a des jours où c'est des choses qui sont plutôt d'une dominance d'un pays. Où on voit que les Français sont complètement nuls. Et après ça, il y a des fois où on voit que finalement, et c'est intéressant parce que des gens se découvrent aussi. Ben ça, c'est chouette. Franchement, là, au niveau de l'interculturel, c'est super, quoi, de pouvoir laisser à chaque pays l'opportunité de se découvrir aux autres. Moi, je trouve ça super, parce qu'en fait, en somme, personne n'est supérieur à personne. Hein. On est tous, devant la loi de l'éternité, on est tous au même niveau, tout le monde. D'ailleurs, ce que fait très bien le Covid, hein, c'est qu'il remet tout le monde à sa place. Hein. Voilà. Petits, grands, riches, vieux, jeunes, tout le monde est au même niveau. Il y avait une petite... Ah, d'accord. Petit à petit, là, certaines personnes se Oui, je vois, oui.
Je crois que Fiona résume assez bien. Je crois que la difficulté pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir l'équilibre dans les équipes de bons managers et quelques leaders. Ça donne un bon résumé, en fait, pour garder une équipe performante et qui traverse effectivement les crises. Je crois qu'on va conclure, à moins que tu veux dire encore quelque chose, Laurence? Non, merci, je ne pense pas. Merci en tout cas de votre écoute, c'était voilà, très Non, c'était un intéressant. très bel échange. Et puis peut-être que le prochain événement, ça sera Happiness Officer finalement.